En mer, la guerre de 1914-1918 va se dérouler principalement entre deux grandes flottes, la marine royale anglaise et la marine impériale allemande, sur tous les océans du globe. Elle verra l'apparition de divers armements qui vont révolutionner l'art de la guerre navale. En temps de guerre, la marine a deux missions: détruire la flotte de l'ennemi et couper les voies maritimes. Ce sont les objectifs des deux adversaires en présence en 1914. À cette époque, le cuirassé était considéré comme l'arme absolue. C'était le plus gros type de navire doté de la plus forte puissance de feu. Au début du XXe siècle, ce type de cuirassé avait des canons de différents calibres, généralement 4 canons de 305 dans les tourelles principales et des canons plus petits le long des flancs. En théorie, cela permettait d'attaquer plusieurs types de navires simultanément et sous n'importe quel angle. La victoire navale écrasante des Japonais contre les Russes dans le détroit de Tsushima en 1905 avait révélé la suprématie du tir à très longue portée. Elle allait donner naissance à un super cuirassé, le type Dreadnought, du nom de son prototype anglais. Ce cuirassé est doté de 10 canons de 305, encadré d'un petit nombre de canons plus légers pour le combat rapproché. Sa puissance de tir rend immédiatement caduques tous les autres navires de guerre. Les Allemands, qui envient sa flotte à l'Angleterre, se lancent dans un programme intensif d'armement naval. Ainsi s'engage la course au super cuirassé entre les deux pays. En 1914, la flotte allemande a 15 super cuirassés et la Royal Navy en a 21. D'autres pays construisent des super cuirassés. En 1914, les États-Unis en ont 10, la Russie 2, le Japon 6 et l'Italie et la France 4. Les canons prennent eux aussi du galon. On passe des canons de 305 aux énormes canons de 340 du Queen Elizabeth de la Royal Navy, mis en service à la veille de la guerre. Ils ont une portée de plus de 12 km, 3 fois celle des cuirassés traditionnels. Les combats navals sont néanmoins limités par l'imprécision des instruments optiques et cette situation durera toute la guerre. Autre atout du Queen Elizabeth, c'est l'un des premiers cuirassés à naviguer au mazout et non plus au charbon, ce qui augmente son autonomie et le rend moins repérable. Les cuirassés étaient escortés de croiseurs dont le rôle était double. Ils servaient à la reconnaissance et ils protégeaient les grosses unités contre les torpilleurs. Mais le Dreadnought, beaucoup plus rapide que les anciens cuirassés, dépassait les croiseurs. Aussi, en 1908, les Anglais lancent-ils un autre type de navire de guerre, le croiseur de bataille, rapide et équipé de canons presque aussi puissants que ceux du super cuirassé. La Royal Navy, dans le même temps, sacrifie une part de son blindage à la vitesse, contrairement à la marine impériale allemande qui se dote de croiseurs cuirassés. Les Anglais regretteront plus tard ce choix dangereux. Mais les croiseurs de bataille coûtent cher à construire. L'Angleterre, notamment, dont les colonies se trouvent sur tous les océans, a besoin de navires qui puissent contrôler les mers les plus éloignées. C'est ainsi qu'elle conserve des croiseurs légers, parallèlement aux croiseurs de bataille. À nouveau, d'autres pays suivent le mouvement. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, on avait inventé une nouvelle arme navale, la torpille. Vers 1880 étaient apparus les torpilleurs,
de petits navires capables de vitesses élevées. Pour lutter contre eux, on construisit les contre-torpilleurs ou destroyers. Le contre-torpilleur devient le troisième volet de la flotte de guerre et ajoute à son rôle de protecteur des autres navires ceux de la reconnaissance et de lanceurs de torpilles. Les torpilles ont une portée théorique de plus de 8 km, mais on les lance rarement à plus de 1000 mètres pour être sûr d'atteindre la cible. Aux canons et aux torpilles s'ajoute une autre menace, la mine. Elle a été utilisée pour la première fois en 1855 par les Russes pendant la guerre de Crimée. En 1914, la mine Standard a des picots dont le contact avec un navire fait détonner la charge explosive. Les mines sont posées par des sous-marins ou des navires de surface. Pour détruire les mines, on fait appel aux dragueurs. Au début, ce ne sont souvent que d'anciens chalutiers opérant par paire avec un câble entre les deux bateaux pour sectionner l'orin de la mine. Une fois l'orin sectionné, la mine est détruite par tir. Lorsque la guerre éclate en 1914, les flottes adversaires se déploient au large de leur base de guerre. La marine anglaise, à l'époque la plus forte du monde, a deux composantes. La grande flotte, basée dans l'archipel des Orcades, à Scapa Flow, et la flotte méditerranéenne, basée à Malte. Elle possède également des escadres aux Antilles et dans l'Atlantique Sud, et elle peut faire appel aux petites flottes néo-zélandaises et australiennes. Les Français conviennent, avec leurs alliés britanniques, de se concentrer en Méditerranée à partir de leur base de Toulon. Les Anglais peuvent ainsi renforcer la grande flotte dans leurs eaux territoriales contre la flotte allemande de haute mer basée à Kiel et à Wilhelmshaven. En Méditerranée, la marine austro-hongroise est basée en haut de l'Adriatique. Mais pour gagner le large, les navires doivent traverser l'étroit canal d'Otrante, dont le blocus est facile. La même situation s'applique en mer Noire. Les bâtiments russes ne peuvent passer en Méditerranée que par le détroit des Dardanelles, contrôlé par la Turquie. Dans les eaux de la mer Noire, la flotte turque n'est pas de taille à lutter contre les Russes. La Russie a une flotte dans la Baltique, mais ses activités sont sévèrement limitées par la présence des Allemands. Les Allemands ont également une escadre en Extrême-Orient, basée dans leur petite colonie chinoise de Tsingtao. Cette escadre est confrontée à la puissante flotte japonaise, dont la plupart des navires ont été construits en Angleterre. Le plan britannique est de contenir en mer du Nord la flotte allemande de haute mer en bloquant la Manche et en utilisant les destroyers de sa grande flotte pour patrouiller en mer du Nord entre l'Écosse et la Norvège. Par ailleurs, au large de la côte balte, la flotte anglaise cherche querelle aux Allemands pour les faire sortir du port. Au début, les Allemands ne mordent pas à l'hameçon. Seuls quelques navires parviennent à se faufiler entre les patrouilleurs britanniques pour aller poser des mines. Les Allemands ont également envoyé des sous-marins pour surveiller la grande flotte au cas où elle quitterait ses ports. Les Anglais en font autant dans la Baltique.
Il y a un certain nombre d'accrochages en mer du Nord, notamment à l'occasion du raid d'un destroyer et d'un croiseur léger britannique sur Heligoland, à la fin août 1914. 3 croiseurs légers et un destroyer allemand y sont coulés. Loin de leurs eaux territoriales, les Allemands ont déjà un certain nombre de cuirassés en mer à la déclaration de la guerre. 2 d'entre eux sont les croiseurs Goeben et Breslau. Ils reçoivent l'ordre initial de bombarder Alger afin d'interrompre la traversée des troupes coloniales françaises vers la métropole. Mais on leur ordonne de partir immédiatement pour la Turquie. Leur commandant a cependant le temps de bombarder la côte algérienne le 4 août au matin. Ce raid audacieux illustre bien le manque de coordination existant entre les Anglais et les Français et l'indécision des états-majors des 2 marines. L'arrivée de ces 2 navires à Constantinople renforce considérablement les efforts entrepris par l'Allemagne pour convaincre la Turquie de s'allier avec elle. La visite de l'empereur, que l'on voit ici avec des personnages officiels turcs, en est un des témoignages. L'escadre d'Extrême-Orient est dirigée par un amiral de premier plan, l'amiral comte von Spee. L'un des navires de cette escadre, le croiseur léger Emden, est détaché dans l'océan Indien pour harceler les vaisseaux alliés au cours des premiers mois de la guerre. Il coule un croiseur russe, un destroyer français, 16 navires marchands avant d'être surpris et coulé dans les îles Coco par le croiseur australien Sydney. Le reste de l'escadre d'Extrême-Orient a reçu l'ordre de perturber le trafic maritime allié dans le Pacifique. Spee file à toute vapeur vers l'Amérique du Sud et sème la terreur sur les routes maritimes. Une escadre anglaise basée dans les Malouines le rencontre le 1er novembre au large de la côte chilienne. 2 croiseurs britanniques déjà anciens, le Monmouth et le Good Hope, sont coulés. Les Anglais prennent toutefois leur revanche. 2 croiseurs de bataille modernes, aux ordres de l'amiral Sturdy, écrasent les Allemands au large des Malouines au début du mois de décembre. En mer du Nord, les Allemands adoptent une nouvelle tactique. Ils provoquent les Anglais en bombardant les villes de bord de mer de la côte est de l'Angleterre. C'est la première fois depuis plus d'1 siècle que des civils sont tués par l'ennemi sur le sol britannique. En janvier 1915, néanmoins, les événements se précipitent en mer du Nord, au large du Dogger Bank. Les services d'écoute britanniques ont intercepté des signaux radio allemands qui annoncent une attaque. L'amiral Beatty et sa première escadre de 5 croiseurs de bataille attaquent 4 navires allemands. Le navire amiral de Beatty est touché plusieurs fois et sévèrement endommagé, mais le croiseur allemand Seydlitz a 2 tourelles détruites. Pire, le Blücher a été touché et n'avance plus qu'avec peine. Il est ensuite attaqué par 4 navires britanniques qui le coulent avec les 800 membres de son équipage. L'envoi d'un corps expéditionnaire dans les Dardanelles est préconisé par la Royal Navy, notamment par Churchill, le premier lord de l'amirauté. À l'origine, le plan vise à renforcer la Russie contre les Turcs en forçant le passage vers la mer Noire et en menaçant Constantinople. On rassemble un corps expéditionnaire. Pendant ce temps, en février 1915, les cuirassés anglais et français essaient de soumettre les forts turcs qui défendent le détroit. Les intempéries et les mines retardent néanmoins les opérations. 3 navires sont détruits par mines et d'autres sont gravement endommagés. Les chalutiers de déminage se retrouvent pris sous le feu des forts.
Bien que les forts aient été réduits au silence, les barrages de mines sont considérés comme trop denses pour risquer encore d'y aventurer des navires. Les Alliés décident alors de débarquer dans la presqu'île de Gallipoli. L'expédition qui a commencé dans l'optimisme se transforme bientôt en une impasse sanglante. D'autres débarquements ont lieu en juin, mais sans résultat décisif. Des renforts sont expédiés d'Angleterre, mais le détroit reste infranchissable, tandis que les pertes au combat et par maladie s'accroissent de jour en jour. Les cuirassés d'appui bombardent les positions turques, mais sans modifier le cours des combats à terre. Finalement, en janvier 1916, les troupes sont évacuées. C'est probablement la seule opération réussie de toute la campagne. Cette fois, on ne perd aucun homme. D'ailleurs, en Méditerranée, l'entrée en guerre des Italiens en mai 1915 aide à bloquer la flotte austro-hongroise au nord de l'Adriatique. La flotte italienne bombarde la côte des Balkans, détenue en majorité par les Autrichiens, et cause des dommages importants, mais sans effet sur les opérations dans la région. Les sous-marins allemands et autrichiens réussissent parfois à gagner la Méditerranée en dépit des efforts des Alliés pour les en empêcher. Les navires de surface tentent de faire de même, sans toujours réussir. Le 10 juin 1918, un torpilleur italien coulera le cuirassé autrichien Saint-Itzvan. Surpris par la soudaineté du désastre, bon nombre d'hommes d'équipage ne pourront y échapper. Beaucoup d'hommes n'ont pas quitté le navire et sont aspirés avec lui quand il s'enfonce dans l'eau. En janvier 1916, un nouveau commandant, l'amiral Scheer, est à la tête de la flotte allemande de haute mer. Il reprend les raids contre la côte est de l'Angleterre, puis lorsque la décision est prise, début mai, d'arrêter les attaques par sous-marins, de peur d'entraîner l'entrée en guerre des Américains, Scheer prépare un plan destiné à piéger et à détruire des éléments de la grande flotte britannique. Cela aboutira à la bataille du Jutland, la plus grande bataille navale de la guerre. Scheer a besoin de croiseurs de bataille qui aillent provoquer au large de la Norvège ceux de l'amiral Beatty, basé à Rosyth. Les supercuirassés allemands les détruiraient alors avant que le gros de la grande flotte, commandé par l'amiral Jellicoe, n'ait eu le temps d'arriver des Orcades. Jellicoe a l'intuition, d'après un message radio intercepté, que les Allemands préparent quelque chose. Il décide de prendre les devants et sa flotte appareille le 30 mai 1916. La grande flotte est alors à l'apogée de sa force avec 24 cuirassés modernes. Jellicoe ordonne à Beatty de le rejoindre l'après-midi suivant. Beatty quitte sa base d'Écosse avec 6 croiseurs de bataille et une escadre d'appui de 4 cuirassés, sans oublier des croiseurs escorteurs et des destroyers. En fait, les sous-marins allemands qui les observent ne se rendent pas compte que toute la flotte a pris la mer. Les Allemands se mettent en route à l'aube du 31 mai. Les 5 croiseurs de bataille de l'amiral von Hipper ont 80 km d'avance sur le gros des 16 cuirassés modernes.
Dans la matinée, les deux flottes sont en mer et vont droit à l'abordage. La bataille navale qui suivit, dite bataille du Jutland, donna la preuve de l'habileté des amiraux allemands et de la qualité des équipages de la marine impériale. Ce fut, en fait, un beau succès tactique pour Scheer, à défaut d'une victoire. Le 1er juin, au lever du jour, les Allemands approchent de leur port, heureux d'avoir trompé la vigilance de la marine britannique. La grande flotte britannique rentre elle aussi chez elle, croyant, à tort, avoir remporté une victoire tactique. Jellicoe, lui, sait bien qu'il n'a pas réussi à détruire la flotte allemande de haute mer. Il sait aussi que ses pertes, 6 croiseurs et 7 destroyers, sont beaucoup plus importantes que celles de la marine du Kaiser. En dehors de la supériorité de l'artillerie allemande, ces pertes ont révélé des défauts fondamentaux dans les plans des navires anglais. Notamment, leur blindage n'est pas assez épais, ce qui rend difficile la protection des endroits vulnérables tels que la soute de munitions. Jellicoe est critiqué pour avoir laissé passer l'occasion rêvée de détruire la flotte ennemie, mais lui-même est convaincu que Scheer se laissera tenter à nouveau de quitter le port et que la Royal Navy pourra alors frapper un coup décisif. La flotte allemande de haute mer rentre au port, où elle va passer les 2 ans prochains sans tenter de nouvelles sorties. Pendant que les deux flottes cuirassées se neutralisent mutuellement, une autre arme commence à révolutionner la guerre sur mer. L'idée d'un navire de guerre sous-marin a vu le jour plus de 3 siècles avant 1914. On connaît les plans hollandais du XVIIe siècle pour un tel bâtiment. Le premier vrai sous-marin moderne a été conçu par un Américain, John Holland. Son Holland 8, avec un équipage de 7 hommes et un seul lance-torpille à l'avant, est entré en service dans la marine américaine en 1903. Progressivement, les sous-marins américains se sont modernisés et comptent 4 lance-torpilles et un équipage de plus de 20 hommes. Les autres marines achètent le submersible de Holland, puis mettent au point leurs propres sous-marins. Quand la guerre éclate, l'Angleterre a près de 70 sous-marins en service. « 37 sous-marins allemands leur font face. En 1914, on cantonne les sous-marins à un rôle de reconnaissance, de pose de mines et surtout de destruction de navires de guerre de surface. Le corsaire des profondeurs détecte sa cible grâce au périscope, lance ses torpilles et ensuite plonge pour s'échapper. Le sous-marin type de 1914 est analogue à celui-ci. Un modèle classe B anglais. Il a un équipage de 15 hommes et 2 lance-torpilles à l'avant. Il ne peut pas transporter plus de 4 torpilles. Le sous-marin de classe B peut atteindre une vitesse en surface de 12 nœuds et a une autonomie de 1600 km. En plongée, il est activé par des batteries électriques. Comme il faut les recharger, il ne peut pas rester submergé plus de 12 heures. De nos jours, le sous-marin nucléaire, lui, peut demeurer sous l'eau pendant des semaines.
L'efficacité du sous-marin est démontrée le 22 septembre 1914 lorsqu'un seul sous-marin allemand coule en l'espace d'une heure 3 vieux cuirassés anglais au large des côtes hollandaises. Il y a 1400 morts. Le sous-marin est maintenant utilisé pour aider au blocus des côtes ennemies. Effectuer un blocus consiste à arraisonner les navires marchands et à les ramener au port où leurs marchandises sont confisquées. Dès le début de la guerre, les destroyers anglais se livrent à cette activité en mer du Nord et arrêtent tout navire faisant route vers l'Allemagne. En quelques semaines, ils ont établi une double ligne infranchissable de la Norvège à la Manche. La Manche est bloquée par le barrage de Douvres, une barrière de filet renforcée accrochée à des radeaux. On les voit ici en train d'être réparés. Ils étaient utilisés, à l'origine, pour empêcher les sous-marins allemands de se glisser dans la Manche. Les Allemands sont forcés de se plier aux accords qui stipulent que seuls certains articles sont de contrebande. En outre, il faut qu'un navire neutre fasse cap sur un port ennemi pour que sa cargaison soit confisquée. La réaction britannique est d'acheter systématiquement la cargaison et ensuite d'autoriser le navire à retourner à son port d'attache. Cela évite les pertes en vies humaines et accorde une certaine compensation à l'armateur. Les Allemands ne sont pas en mesure d'assurer un blocus correct des côtes anglaises, mais ils peuvent en toute légitimité attaquer et couler des navires marchands alliés à condition de garantir la sécurité de l'équipage. De nombreux navires de guerre et des navires marchands blindés sont déployés à cet effet, mais la plupart sont rapidement chassés et coulés. Seul le Meuve, que l'on voit ici, coula 40 bateaux et ne fut lui-même coulé qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certes, les Allemands disposent de sous-marins, mais ces derniers ont leurs limites. Ils ne peuvent pas vraiment escorter un navire jusqu'au port. Ils ne peuvent pas non plus garantir la sécurité d'un équipage capturé en raison du manque de place. À l'occasion, un sous-marin peut remorquer des barques dans lesquelles l'équipage d'un bateau coulé a pris place, mais cela le rend très vulnérable aux attaques. En fait, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de mettre l'équipage à la mer dans des bateaux de sauvetage en leur indiquant la direction de la terre la plus proche. Le sous-marin coule le navire de préférence au canon, pour ne pas gâcher les torpilles. À partir d'octobre 1914, c'est la stratégie que commencent à adopter les Allemands. Mais toute attaque en surface est dangereuse pour le sous-marin. L'alternative est l'attaque sous-marine, qui se traduit souvent par un tir sans sommation. La marine fait pression pour que cette méthode soit autorisée. Au début de 1915, l'empereur Guillaume II donne son accord à contre-cœur. En février de la même année, les Allemands se livrent à une guerre sous-marine sans restriction au large de l'Angleterre et de l'Irlande. Ils ont beau tout faire pour éviter de couler les navires neutres, ils ne peuvent garantir leur sécurité, d'autant que les commandants de sous-marins ont pour ordre de donner la priorité à la sécurité de leurs bâtiments. Les Allemands espèrent que cette politique découragera les bateaux neutres de pénétrer dans les eaux anglaises. Au fur et à mesure que les commandants de sous-marins rayent les noms des navires marchands sur les registres officiels,
ils se demandent s'ils n'ont pas trouvé là une arme décisive. La guerre sous-marine sans restriction menée par les Allemands soulève un tollé général en Angleterre. Ils sont accusés de bafouer les lois de la guerre. Les États neutres, de leur côté, considèrent évidemment que c'est une situation pire que celle de voir confisquer les marchandises de leurs navires. En réalité, cette première campagne, sans restriction, a peu de répercussions. Le nombre limité de sous-marins signifie que 2 ou 3 seulement d'entre eux peuvent opérer conjointement. En mai 1915, cependant, un événement majeur va changer le cours des choses. Le 1er mai, le paquebot Lusitania quitte New York à destination de Liverpool. Le même jour, les journaux de New York publient une notice émanant des autorités allemandes rappelant que les navires battant pavillon britannique risquaient la destruction sans sommation. Six jours plus tard, au large de l'Irlande, le paquebot est coulé par une seule torpille lancée par un U-20. Sur les 2000 passagers, 1200 dont 188 Américains trouvent la mort. L'indignation est générale en Angleterre et aux États-Unis. Si le président Wilson ne décide pas immédiatement d'entrer en guerre, le drame du Lusitania envenime gravement les relations entre les États-Unis et l'Allemagne. Le Kaiser est contraint de mettre une sourdine à sa lutte contre les bateaux de commerce. Et ce, d'autant plus que les Anglais ont mis au point une nouvelle arme anti-sous-marin, le Q-ship. Il s'agit en apparence d'un navire marchand innocent qui patrouille dans une zone dangereuse sillonnée par des sous-marins. Quand un submersible fait surface, l'équipage fait semblant d'être pris de panique et fait mine de quitter le navire. Puis, soudain, les canons sortent et font feu. Les Q-ships se remportent un certain nombre de succès, mais dès 1917, les commandants de sous-marins ne se font plus prendre au piège. En août 1916, la décision de garder au port la flotte de haute mer entraîne le réexamen de la question de la guerre sous-marine sans restriction par l'état-major de la marine impériale allemande. En outre, le blocus britannique de l'Allemagne se resserre et la tentative de saigner l'armée française à blanc à Verdun se solde par un échec. À cela s'ajoute la bataille de la Somme qui coûte très cher aux armées du Kaiser. Entre-temps, le taux de construction des sous-marins s'est rapidement élevé, ce qui entraîne une augmentation parallèle des bateaux coulés au cours du second trimestre 1916. Ce résultat fait dire à l'état-major de la marine allemande qu'un nombre plus élevé de sous-marins permettrait de paralyser le commerce britannique et le contraindrait à plaider en faveur de la paix. Mais un événement important va retarder la prise de décision. Tout au long de 1916, le président Wilson a tâté le terrain des deux côtés dans l'espoir de pouvoir négocier la paix. Une élection présidentielle doit se tenir en novembre 1916. Jusqu'à cette date, c'est l'attentisme qui prévaut. Wilson est réélu, mais il attend la fin du mois de décembre pour rejeter les propositions de paix de l'Allemagne. Du coup, en janvier 1917, les Allemands décident de reprendre de plus belle leur guerre sous-marine sans restriction. Au début de cette nouvelle campagne qui a démarré le 1er février 1917, une bonne centaine de sous-marins sont en service. Ils sont de deux types, ceux qui opèrent en haute mer à partir des ports d'Allemagne du Nord, comme ceux-ci, et les sous-marins côtiers de faible autonomie qui sont basés dans les ports belges. Mais les Anglais ont désormais un bon nombre de nouvelles armes, en dehors des navires de surface, des filets et des Q-ships qui perdent de leur efficacité. Des hydrophones détectent le moteur d'un sous-marin sous la surface de l'eau, à condition qu'il soit proche du navire. Le stabilisateur remorqué par le navire agit comme un écouteur. L'opérateur est à l'écoute des sons insolites en balayant son écran pour les repérer.
On a mis au point des charges de profondeur, c'est-à-dire des mines qui sont lancées des navires de surface et réglées pour exploser dès qu'elles ont atteint une certaine profondeur. On sait que la charge a atteint son but quand le mazout remonte après l'explosion. On commence aussi à faire appel à l'aviation. Des hydravions et des biplans peuvent attaquer les sous-marins à la torpille, à la bombe ou à la mitrailleuse. Les ballons, qui ont une autonomie de 2500 km et près de 50 heures d'endurance, contribuent aussi à repérer les sous-marins. Malheureusement, ils sont peu commodes en tant que plateforme d'attaque, compte tenu de leur instabilité qui empêche toute précision de tir. En revanche, ils peuvent diriger les navires de surface. En dépit de toutes ces nouvelles armes et de ces méthodes de repérage, les sous-marins allemands parviennent à couler pas moins de 500 navires de février à mars 1917, tandis que les passages de navires neutres en Atlantique de l'Est et en mer du Nord chutent de 75%. Bien que les conditions de vie à bord d'un sous-marin soient désagréables, ne serait-ce qu'à cause des émanations des batteries, le moral des équipages remonte à chaque succès. L'importance du tonnage coulé est due aux nouveaux types de sous-marins allemands qui peuvent transporter 2 fois plus de torpilles que leurs prédécesseurs. Et puis, il y a aussi la stratégie d'attaque traditionnelle de la Royal Navy. Des patrouilles sont détachées pour dégager les principales voies maritimes. Les sous-marins allemands se tiennent à l'écart, laissent passer les patrouilles et ensuite foncent sur leur proie. Certains commandants de sous-marins ont à leur actif un nombre impressionnant de navires coulés. Ils sont acclamés comme des héros chaque fois qu'ils rallient leur port après une campagne. Cela se répétera 25 ans plus tard, lors de la seconde bataille de l'Atlantique. Si les naufrages de navires neutres continuent à ce rythme, il ne faudra pas longtemps pour que l'Angleterre souffre de la famine. Un sévère rationnement des produits alimentaires doit être appliqué. Même sur le front de l'Ouest, les troupes ont pour consigne de ne pas gâcher la nourriture. La menace des sous-marins en mer et l'impasse sanglante dans laquelle on se trouve, à terre, font des 2 premiers mois de 1917 une période sinistre pour la France et pour l'Angleterre. Cette sombre période va cependant avoir un effet bénéfique pour les Alliés. 2 jours après le début de la campagne de guerre sous-marine à outrance, le président Wilson rompt les relations diplomatiques avec l'Allemagne comme il avait menacé de le faire 1 an auparavant. Deux mois plus tard, le 2 avril 1917, le Congrès est réuni pour entendre le président Wilson déclarer qu'il est convaincu que l'Amérique ne peut plus demeurer à l'écart du conflit. Le 6 avril, le Congrès vote à l'unanimité l'entrée en guerre contre l'Allemagne. La marine américaine va maintenant pouvoir contribuer à éliminer la menace des sous-marins allemands. Et pourtant, les navires, les avions et les ballons ne suffisent pas. Il faut repenser intégralement le concept de la guerre sous-marine, et vite.
La principale solution vient d'une technique éprouvée depuis des siècles. Si rassembler les navires marchands et les faire naviguer en convoi avec une escorte armée s'est avéré positif dans d'autres guerres, dans celle-ci, le procédé apparaît trop défensif et difficile à organiser. Néanmoins, son efficacité est vite prouvée, avec seulement 5 navires perdus par les 800 convois organisés entre juillet et août 1917. Mais ce n'est pas tout. Les Américains et les Britanniques commencent à mettre en place un énorme champ de mines à base de nouvelles mines plus efficaces. Il s'étend des Orcades, en Écosse, aux eaux territoriales norvégiennes. Le barrage de mines du Nord rend le passage vers l'Atlantique encore plus difficile pour les sous-marins allemands. Cet ambitieux projet est réalisé entre mars et octobre 1918 et implique la pose de plus de 70 000 mines. Plus spectaculaire encore est la tentative britannique en avril 1918 de barrer aux sous-marins allemands l'accès de leur base de Zeebrugge, sur la côte belge. Jusqu'à maintenant, les opérations dans ces eaux s'étaient bornées surtout à des accrochages entre navires légers, principalement des destroyers. Il y a aussi les bombardements de la côte pour lesquels on utilise des bâtiments qui ne sont plus que des plateformes pour de gros canons, comme ces 375 que l'on voit ici sur l'Erebus. Avec leurs navires d'appui, ils tirent sur les batteries côtières allemandes qui le leur rendent bien. L'attaque sur Zeebrugge le 23 avril 1918 implique de couler 3 navires en travers de l'entrée du port pour le bloquer. C'est un succès. Le croiseur-escorteur, le Vindictif, parvient à rentrer à bon port. Malgré cela, des sous-marins réussissent à se faufiler entre les mailles. Toutefois, depuis le début de l'année 1918, les Alliés maîtrisent la mer. La menace des U-boats est définitivement écartée. Cela permet aux transports de troupes américains d'acheminer sans perte chaque semaine des nouvelles recrues sur le front. En Allemagne, la population est à bout de force à la suite du blocus sans cesse renforcé. Dès l'été 1918, les Alliés ont remporté la guerre navale. Il leur reste à être victorieux sur terre.